Bonjour, mesdames, messieurs. Merci beaucoup de suivre votre émission Point de vue. Dans ce numéro du dimanche 18 juin, nous parlerons de l'année académique qui se termine cette année dans un contexte assez particulier lié aux événements que notre pays a connus au début du mois de juin. Avec nous pour parler de cette situation, le ministre de tutelle, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Moussa Baldé. Bonjour. Bonjour Omar, merci pour l'invitation. Je voudrais saluer les téléspectateurs de la RTS et tous les Sénégalais qui vous suivent à travers l'Internet. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes également le président du conseil départemental de Kolda. L'ampleur des dégâts a poussé les autorités à prendre une décision qui consiste à terminer l'année, malgré tout, mais en basculant vers l'enseignement à distance dans les universités, en tout cas particulièrement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Quels sont les éléments qui motivent cette option? Merci beaucoup. Donc, tout le monde a vu, le 1er juin, une furie déferlante est arrivée à l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar particulièrement, l'université de Ziguinchor, et même un peu avant pour l'université de Ziguinchor, pour saccager le campus pédagogique, la direction du COUD, quasiment tout le parc automobile du COUD, et le campus pédagogique, ce qui est vraiment nouveau. On a saccagé des amphithéâtres, des bureaux de professeurs, voulu brûler la bibliothèque, les archives, etc. Et même des biens privés, des biens de professeurs, des biens de personnel administratif et technique. De mémoire, je pense qu'il y a plus de 46 voitures qui ont été incendiées au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le chapiteau de la fac des droits, qui était l'un des amphis les plus utilisés à Dakar, a été complètement brûlé et saccagé. Et d'autres dégâts. On a remarqué la même chose à Ziguinchor, mais hors du campus en fait. À Ziguinchor, ce qui s'est passé, c'est que c'est la faculté de médecine qui a été détruite. La faculté de médecine, elle a le malheur géographiquement d'être hors du campus universitaire, mais au centre-ville. Okay. Et donc là aussi, effectivement, en tout cas, la faculté a été quasiment totalement détruite et le parc automobile aussi incendié. Mais dans l'enceinte, les infrastructures de l'université ont été relativement épargnées. Il y a eu quelques dégâts, mais moindres. Il a été heureux de constater qu'à Saint-Louis, il n'y a pas eu quasiment de dégâts à l'intérieur du campus, ainsi qu'à Thiès, Bambey et Kaolack. Et d'ailleurs, je salue les étudiants de ces universités qui, des fois, ont défendu eux-mêmes leur université. À Kaolack, par exemple, ce sont les étudiants qui ont dit que personne ne devrait brûler le peu de biens qu'ils ont, parce que c'est une université nouvelle qui démarre. À Bambey, c'est la même chose. À Thiès aussi, j'ai cru comprendre que c'est la même chose. Donc, ils se sont contentés de manifester, quoi. Oui, et ils ont décidé que personne ne va brûler leur université. Je pense que c'était l'attitude que tout le monde devait Ça n'a pas été le cas à Cheikh Anta Diop. Oui, parce que ce qui est incompréhensible, c'est que, en tout cas, le jeudi 1er juin, il n'y avait aucune grève dans aucune université du Sénégal. Il n'y avait pas de mouvement social ou pédagogique ou quoi que ce soit. L'université, en tout cas, les cours se déroulaient normalement. Donc, on ne peut pas comprendre que des gens décident, pour des choses qui se sont passées à l'extérieur, de brûler l'université Cheikh Anta Diop. Donc ça, c'est quand même, en tout cas, quelque chose de paradoxal, de surprenant. Mais des enquêtes sont en cours et il faudra situer toutes les responsabilités. On y reviendra, oui. Maintenant, pour revenir à l'option qui a été prise, voilà, les décisions qui ont été prises. Les décisions qui ont été prises pour la reprise des cours sont les suivantes. Par exemple, vous savez, les campus ont été fermés jusqu'à nouvel ordre à partir du 1er juin pour Dakar, par exemple, jusqu'au lundi 5 à peu près. Tous les campus étaient fermés, y compris, par exemple, les instituts supérieurs d'enseignement professionnel, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en plus de nos universités, maintenant, nous avons des instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Ensuite, lorsque j'ai visité l'université de Dakar, j'avais annoncé que instruction avait été donnée à tous les recteurs de réunir les conseils académiques des universités et de ces instituts pour voir comment démarrer les cours. Parce que ceux qui avaient fait ça, leur ambition, c'était de mettre l'université à genoux et d'empêcher les universités sénégalaises de fonctionner. On ne veut pas leur faire ce cadeau.
Ce qui a été fait très rapidement, donc tous les conseils se sont réunis et les décisions, c'est que dès l'instant que les étudiants sont déjà partis, et on sait qu'il y a un grand événement qui arrive au Sénégal, c'est la Tabaski, où tous les étudiants en général quittent les campus pour se rendre dans leurs foyers respectifs. L'idée, c'est de continuer les enseignements en ligne, même dans les universités qui n'ont pas été dégradées. Par contre, l'université de Dakar, elle, ce qu'elle a décidé, c'est que de toutes les façons, vu l'étendue des dégâts, aussi bien au niveau du campus pédagogique que du campus social, l'option, c'est de continuer de faire des cours en ligne jusqu'à la fin de ce premier semestre qui est prévu en novembre 2023. Donc, c'est ça l'option au niveau des universités. Des cours en ligne provisoirement dans les universités qui n'ont pas été dégradées et une évaluation au retour de la Tabaski pour une reprise en présentiel. Et pour l'université de Dakar, cours en ligne au moins jusqu'en novembre. OK, c'est une option définitive jusqu'en novembre. C'est ça. Alors, pour rester dans le cas particulier de Cheikh Anta Diop, on a entendu certains étudiants qui composent les collectifs, notamment des amicales, se plaindre, contester un peu cette décision, avec des arguments. Bon, le plus intéressant, c'est cet argument qui parle de la connectivité. C'est vrai que c'est bien, on est au XXIe siècle, les enseignements à distance, ça se comprend, mais est-ce que tous les étudiants, dont la plupart sont pratiquement à l'intérieur du pays, auront accès aux plateformes qui seront mises en place? Oui, ce que l'université de Dakar dit, c'est qu'elle a déjà expérimenté l'enseignement à distance pendant la période de la Covid. Et ça s'était relativement bien passé. De toutes les façons, vu l'étendue des dégâts dans le campus social, où il n'y a plus de restaurants quasiment, les grands restaurants ont été saccagés. La direction du COUD saccagée. Les bus des personnels administratifs incendiés. Je vous dis... les conditions ne sont pas réunies pour l'option présentielle, quoi. En tout cas, ce serait presque quasi impossible de ramener les étudiants au niveau du campus social. Parce que vous savez, en moyenne, il y a 40 000 étudiants dans le campus social et le COUD sert à peu près 90 000 repas par jour. Donc ça, matériellement en tout cas, c'est impossible. C'est impossible. Au niveau du campus pédagogique, nous étions déjà dans des problèmes d'amphithéâtre. Vous connaissez tous, avec presque 100 000 étudiants, le niveau d'utilisation des amphithéâtres au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le chapiteau qui a été détruit, selon mes collègues, c'est un chapiteau en général qui fonctionnait à feu continu de 8h à 20h. Mais dès l'instant qu'on n'a plus ça, mais je vois mal comment l'université de Dakar pourra ramener 80 000 étudiants au niveau du campus pédagogique. Donc clairement, je pense que cette option, c'est un moindre mal. Il faudra l'évaluer le plus rapidement possible. S'il y a des corrections à apporter, il faut les apporter. S'il y a un accompagnement à faire, nous allons le faire. Mais je pense que ce sera ça ou l'année invalidée. Par exemple, prendre des mesures d'accompagnement pour accompagner ça, je pense que l'université l'a déjà annoncé. Moi-même, je l'ai annoncé. L'idée, c'est de sauver l'année universitaire à Cheikh Anta Diop, bien sûr, parce que, à part ça, ce serait courir l'année blanche ou l'année invalidée. D'accord. Alors, vous étiez en train de régler la question liée au calendrier universitaire, parce que généralement, depuis quelques années, on savait que c'était un peu perturbé. Il y avait une sorte de rattrapage. On voit que maintenant, peut-être le chevauchement des années pourrait être réglé, cette question en tout cas. L'année prochaine, à l'évidence, on attend des milliers de bacheliers qui vont venir dans les universités. Vous étiez donc dans une sorte de montée en puissance. Ça, il faut le reconnaître. Mais cette nouvelle donne, cette nouvelle situation aura forcément des impacts. Bien sûr. Comme vous le dites, ça je l'ai dit, même le jour où on installait le recteur de Saint-Louis, l'objectif c'était que dans toutes les universités, qu'on essaie de revenir à un calendrier universitaire normal. Ce qui est souhaitable pour les étudiants et souhaitable pour les professeurs et aussi les parents d'étudiants. Cette nouvelle donne, effectivement, vient perturber cela, mais il faut reconnaître
comme je l'ai dit, nous avons tenu une réunion avec le top management des universités du Sénégal. En plus des recteurs, on avait invité les présidents de conseils d'administration. Vous savez que quand je suis arrivé, un de mes objectifs, c'était d'installer tous les conseils administratifs de nos universités pour se conformer à la loi 2015 qui maintenant organise le fonctionnement de nos universités. Nous avons installé le conseil d'administration de l'université de Saint-Louis, de Dakar, de Kaolack, de Bambey, etc. Actuellement, tous les conseils sont installés. Ce sont des privés. Je donne l'exemple du président du conseil d'administration de l'IAM, M. Yugaso, qui est le PDG de Sococim. Il y a MSN, il y a aussi Bokarsi, tous des alumni de ces universités d'ailleurs, Bokarsi qui est le PDG de la BHS. C'est ça. Et donc, ensemble, ce qu'on a dit, c'est que quand on regarde les universités où il n'y a pas eu de saccage, elles ont perdu une semaine de cours, en fait. Une semaine à 10 jours. Donc, clairement, il faut réaménager un peu le calendrier pour rattraper ces 10 jours au maximum. Oui. Et donc, là-bas, normalement, il n'y a pas péril en la demeure. On va pouvoir continuer les efforts qu'on était en train de faire pour revenir à des situations normales. D'accord. Par contre, évidemment, à l'Université de Dakar, tout dépendra de notre possibilité de faire en sorte que les cours arrivent à terme comme on le voulait, mais si le premier semestre doit se terminer en novembre, il est clair qu'à Dakar, il y a un travail à faire pour qu'on puisse retrouve les conditions normales. Ce travail, nous allons le faire. Je pense que de façon générale, ce qu'on a dit durant cette réunion du top management, avec le top management des universités, c'est que l'enseignement à distance ne doit plus être conjoncturel, mais structurel. Parce qu'il faut qu'on s'adapte. Nous sommes en 2023. En termes plus clairs, ça va continuer. Oui, c'est-à-dire que l'enseignement à distance doit être maintenant intégré dans le système d'enseignement. On doit aller vers le bimodal. Bimodal, ça veut dire que quelle que soit la situation de paix ou de crise, les universités doivent avoir ces deux enseignements en parallèle. L'enseignement bimodal et l'enseignement présentiel. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans toutes les grandes universités du monde actuellement. C'est quelque chose qu'on sait faire parce que la deuxième université du Sénégal, sur le plan du nombre d'étudiants, de la population d'étudiants, c'est l'université numérique Cheikh Hamidou Kane qui arrive à le faire. Donc toutes les universités doivent pouvoir le faire. Parce qu'en plus des crises comme celle qu'on a vécues, en plus de soubresauts qui peuvent arriver, mais rien ne dit qu'on n'aura pas bientôt la Covid 2024 ou 2025. Donc les universités, à partir d'aujourd'hui, et ça c'est le message qu'on a lancé, l'enseignement hybride doit être la règle et non l'exception. D'accord. Alors, en dépit des craintes, il semble qu'en termes d'archives, les pertes ne sont pas considérables. Je confirme. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, les bus, les véhicules et autres infrastructures qui ont été incendiées, ça coûte cher. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée de l'estimation des dégâts, des pertes enregistrées? Oui, les estimations continuent. Donc, comme je vous ai dit, au moins, il y a 46 voitures incendiées. Ce qui est terrible aussi, comme je vous ai dit, c'est qu'il y a des particuliers. On me parle d'un collègue qui venait d'acheter une voiture neuve qui a été incendiée. Je connais des PATS qui ont vu leur voiture incendiée. Donc, l'estimation, il faut la faire de façon rigoureuse. Oui. Des enquêtes sont menées, mais ce qui est sûr, c'est que la facture sera salée. Ça, c'est absolument clair. Mais l'instruction du président de la République, effectivement, c'est de très rapidement travailler pour réhabiliter l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je pense que une fois que nous aurons les estimations claires de ces universités, et d'ailleurs le recteur m'a déjà envoyé hier un document que nous allons exploiter à partir de lundi, le recteur de l'université Cheikh Anta Diop, le recteur de l'université de Ziguinchor l'a fait aussi. Nous allons dès cette semaine exploiter ces documents pour voir quel sera le coût et comment on va réhabiliter. Il y a aussi des bonnes volontés qui en tout cas, s'organisent pour pouvoir, en tout cas, participer à la réhabilitation, mais le rôle de l'État, bien déjà, sûr... au CESTI, on a vu que les anciens, par exemple... Oui, par exemple, bon, ça... Mais l'État, en tout cas, a décidé qu'on devrait réhabiliter le plus rapidement possible les universités. Parce que, pour une raison simple, de toutes les façons, le caractère de ces manifestations, c'est ça qu'il faut souligner.
était à un niveau insoupçonné. Parce que quand des manifestants disent que nous manifestons pour la démocratie, pour les libertés, etc., et qu'on essaie d'assoiffer la presqu'île du Cap-Vert, qu'on essaie en tout cas d'attaquer les structures d'approvisionnement de l'énergie, qu'on attaque les commerces, les banques et les universités, je pense que là, clairement, on ne peut pas dire que ça, c'est une manifestation pour les libertés ou la démocratie. Et donc, ne pas réparer, c'est donner une victoire. Ça va coûter cher, mais l'État va mettre les moyens pour réparer. Parce que c'est une façon de montrer aussi que l'État du Sénégal, en tout cas, reste debout. Sur le plan judiciaire, ce qui doit être fait devra être fait, mais aussi sur le plan infrastructurel, évidemment, il faut que l'université redevienne peut-être même plus belle après, parce que je l'expliquais, l'université de Dakar, c'est l'une des rares universités qui devrait pouvoir dire nous avons formé plus de 5 chefs d'État. Ce n'est pas n'importe quelle université, et nous allons pouvoir la réhabiliter, l'embellir. La furie des gens a été terrible, même dans le coude, où le coude qui est en train de changer de visage, on a vu que les gens ont détruit les arbres. C'est-à-dire tout ce qui reflétait la beauté au niveau de l'université a été... les gens ont voulu le saccager. Donc nous allons le refaire pour redonner à notre université, parce que c'est 10 ans d'efforts. C'est 10 ans d'efforts du président de la République. Et récemment, il y a eu 52 milliards heureusement qu'on n'avait pas encore installés dans nos universités, qui ont été réceptionnés. Et qu'on doit maintenant, bien sûr, amener dans ces universités, mais il faudra les sécuriser. Il faut clairement qu'on s'entende avec les universités pour trouver les moyens de sécuriser le matériel de 52 milliards qu'on va mettre dans nos universités. Quand on regarde le nombre de pavillons, le nombre de lits, plus de 20 000 qui ont été construits pour nos étudiants. Quand j'entends les gens dire, qui se cachent derrière le fait que c'est un malaise de la jeunesse, etc., je veux bien. Mais le gouvernement du Sénégal, quand on voit qu'il paye 80 milliards de bourses en 2022 pour les étudiants, quand on voit que le COUD paye en moyenne, par jour, 67 millions de francs CFA de subventions pour le repas des étudiants. Par jour, sans compter les autres universités. Quand on voit que le budget de l'éducation, de façon générale, enseignement supérieur, éducation nationale, formation professionnelle, fait plus de 1000 milliards, dire qu'on ne s'occupe pas de la jeunesse, c'est faire preuve de beaucoup de mauvaise foi. Et je pense que beaucoup de gens utilisent, bien sûr, le chômage des jeunes, la difficulté de la vie, pour faire croire au monde entier qu'au Sénégal, il y a une révolte de la jeunesse. C'est archi faux, c'est de la manipulation. C'est comme ça qu'on a fait pour le pétrole, c'est-à-dire que depuis 4 ans, le Sénégal est le pays où l'on parle le plus de pétrole, alors qu'il n'y a encore aucune goutte de pétrole au Sénégal. L'État a fait des efforts monstrueux pour encadrer la future exploitation du pétrole, en mettant du contenu local, en étant un des membres maintenant les plus en vue de l'ITE, pour la transparence. Mais avec un mode d'information sophistiqué, une propagande organisée, des fois avec des lobbies qu'on ne soupçonne même pas, on a réussi à brouiller le message, à faire comprendre, à faire croire que oui, que l'argent du pétrole va disparaître, qu'il y a des gens qui sont en train de le capter. Et ça, c'est ce qui se passe maintenant au Sénégal, c'est-à-dire que... Et l'université n'échappe pas à cette, l'université n'échappe pas à cette dynamique. C'est ce que vous voulez dire. Et c'est vraiment dommage. Je pense qu'il y a de quoi se ressaisir. Tout Sénégalais, tout républicain doit se ressaisir et ne pas accepter les sirènes de la violence sur des mensonges et sur de la manipulation. On parlait des archives tout à l'heure, c'est extrêmement important. On peut donc être rassuré, les dégâts, les pertes ne sont pas si... Oui, les pertes ne sont pas si importantes parce qu'aucun diplôme n'est perdu, déjà. L'Université de Dakar avait commencé à numériser ses archives depuis longtemps. Ce qui fait qu'ils ont même, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, quand le Premier ministre, j'ai accompagné le Premier ministre à l'université pour une conférence qui a été organisée là, ils ont sorti le diplôme du président de la République avec des moyens de faire en sorte que personne ne puisse, par exemple, maintenant fabriquer de faux diplômes de l'UCAD, de faire des faux diplômes. Donc, l'UCAD est en train de se moderniser dans ce domaine, et c'est tant mieux,
Maintenant, il faut continuer, plus que jamais, il faut continuer cette numérisation pour que nos archives soient en sécurité. Et ça, d'ailleurs, le président a donné des instructions aussi, c'est qu'on doit le faire au niveau national. Et nous sommes en train de réfléchir au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, comment d'ailleurs mutualiser cela pour que toutes les archives de nos universités soient quelque part sous la direction du ministère de l'Enseignement supérieur. Vous rappeliez tout à l'heure les efforts qui sont faits dans la montée en puissance de l'enseignement supérieur en termes de recherche, d'innovation. On se souvient, le matériel qui a coûté 52 milliards et beaucoup d'autres investissements. Des investissements qu'il faudra sécuriser. En gros, je veux dire, au-delà de cet aspect financier, il faudra tirer peut-être des leçons de ce qui s'est passé pour sécuriser l'université dans son ensemble. Oui, bien sûr. Je pense que personne n'avait soupçonné qu'on aurait pu attaquer l'université de cette façon. D'habitude, les étudiants, ils sortent manifester dehors, dans la rue. Depuis la génération du président, moi-même, on a toujours fait ça. Ce n'est pas nouveau. Mais maintenant, s'il y a une volonté de détruire l'université, surtout en y amenant peut-être des éléments extérieurs. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 11h, je suivais sur les réseaux sociaux, il y a eu des appels pour aller détruire l'UCAD sur toutes les plateformes de l'Internet, WhatsApp et tout, je ne veux pas citer. Les gens, ils disaient, on a besoin de renforts à l'UCAD, allons à l'UCAD, et des gens sont venus de partout pour ça. Évidemment, on ne peut pas, par exemple, construire des universités comme l'université Amadou Mahtar Mbow, on vient d'inaugurer aussi l'université de Thiès, et investir des milliards dans du matériel de recherche et le laisser détruire. Oui, clairement, il y a des choses à faire en matière de sécurité maintenant au niveau de nos universités. Ça veut dire que les forces extérieures dont on a parlé, elles existent bien. Il n'y a pas que des étudiants qui ont été... Ce qui est sûr, je ne pourrais pas parler, moi, personnellement, de forces qui seraient venues de l'extérieur du Sénégal. Ça, il y a des personnes plus compétentes pour ça. Mais ce qui est sûr, que ceux qui ont détruit l'UCAD ne sont pas tous des étudiants. Ça, c'est absolument clair. Le directeur général du CUT disait que c'est des forces extérieures en relation avec certains étudiants. Oui. Non, le déclic, ce sont les étudiants. Ce sont des étudiants partisans qui ont fait ça en plus. Parce que, comme j'ai dit, il n'y avait pas de grève à l'université. Il n'y avait pas de conflit à l'université. Aucun étudiant était, en tout cas, dans une situation d'aller en grève. Oui. Donc, ceux qui ont fait ça, ils l'ont fait probablement de façon partisane. Et clairement, quand je parle de l'extérieur, je disais de l'extérieur, de l'espace pédagogique et académique. C'est ça. Clairement, il y a des gens qui sont venus. On raconte même des anecdotes de gens qui ont recherché pendant toute l'après-midi le rectorat, parce qu'ils ne connaissent pas où c'est le rectorat. Quand on arrive jusqu'à la bibliothèque de l'Université de Dakar et qu'on ne connaisse pas le rectorat, ça m'étonnerait qu'on soit un étudiant. Alors, il y a un volet qui concerne la justice. Les enquêtes, comme on le dit, vont révéler ce qui s'est passé. Mais il y a un volet administratif. Quelles sont les conséquences que les autorités universitaires et la tutelle peut-être vont tirer à partir de ce moment, si tant est que des étudiants ont contribué à... Oui, évidemment, les universités sont dotées de conseils de discipline pour, en tout cas, évaluer et éventuellement sanctionner ce genre de situation. Mon point de vue, c'est qu'un étudiant qui saccage le bureau du professeur, qui détruit la bibliothèque, les archives et l'amphithéâtre, il n'a plus le droit de réclamer la qualité d'être étudiant. Il n'a plus sa place à l'université. N'a plus sa place à l'université, ça me paraît absolument clair. Et je pense que les conseils de discipline des universités prendront toutes leurs responsabilités par rapport à cela. Alors, Monsieur le ministre, tout cela est donc la conséquence de ces manifestations qu'on a connues en début de mois. Le gouvernement a communiqué jeudi dernier sur cette question. Une sortie diversement appréciée. Qu'est-ce que l'opinion doit comprendre de cette démarche-là? Oui, je pense que, comme j'ai dit, nous sommes dans un pays de paradoxes maintenant. Quelque temps avant, tout le monde avait dit qu'on ne voit plus le gouvernement a démissionné, etc. Ça a été relayé partout. Là, jeudi dernier, le chef du gouvernement, accompagné avec certains membres du gouvernement, en particulier ceux qui tiennent les ministères de souveraineté,
on fait une communication pour l'opinion nationale et internationale. Je pense que c'était un exercice nécessaire et je pense que ceux qui voulaient comprendre ce qui s'est passé, que ce soit au niveau national ou international, ont probablement bien compris maintenant ce qui s'est passé la semaine dernière au Sénégal. C'était absolument nécessaire et ça a été très très bien fait. Évidemment, ceux qui critiquent ça, c'est ceux qui ne voulaient pas que le gouvernement parle, parce que quand le gouvernement parle et qu'il explique, les Sénégalais comprennent, l'opinion internationale comprend. Je pense que nous devons continuer à le faire, de communiquer, de discuter, d'informer les Sénégalais, d'informer l'opinion, parce que sinon, évidemment, ceux qui eux, ne se privent de rien pour aller sur tous les plateaux, pour donner leur version qui est en général fausse de la situation, ils vont s'en donner à cœur joie. Et l'opinion, c'est comme ça qu'on arrive à la manipuler. Oui, on a vu que le lendemain, par exemple, en conférence de presse, Yewwi Askan Wi, qui est l'opposition radicale, on peut le dire comme ça, aujourd'hui a réagi, a contesté. Visiblement, leur sujet de préoccupation, c'est la situation que vit l'un d'eux, M. Ousmane Sonko. Ils ont même annoncé une manifestation le 25 prochain pour, disent-ils, aller lever le blocus autour de ce dernier, autour du domicile en tout cas de ce dernier. Oui, bon, mais ça c'est de leur responsabilité. Je pense que les autorités, en particulier le préfet de Dakar, a fait en tout cas des annonces. Mais ce qui, moi, me pose problème dans ça, c'est que d'abord, il faut reconnaître que le maire de Ziguinchor, M. Ousmane Sonko, a fait bloquer une partie de la ville de Ziguinchor pendant une semaine. Une semaine. On n'a pas entendu... Des jeunes qui se sont érigés en bouclier chez lui. Oui. En tout cas, on n'a pas entendu ces gens-là par rapport à ça. Moi, je ne suis pas compétent pour savoir si, dans le cadre du maintien de l'ordre public, ce que doit faire le ministre de l'Intérieur ou ce qu'il ne doit pas faire. Il a communiqué sur la question. Mais ce qui m'intrigue, c'est que le dimanche, on sera à 3 jours de la fête de la Tabaski. Et visiblement, je pense que c'est encore une façon de terroriser les Dakarois. Le 25 juin. Le 25 juin. L'idée, c'est de terroriser encore les Dakarois, d'empêcher probablement un bon approvisionnement de la ville en moutons, parce que les gens pourront se dire « Ah, mais le 25, qu'est-ce qui va se passer à Dakar ?» C'est le dernier week-end où tous les Dakarois vont sortir pour essayer de récupérer son boubou, d'aller faire ses derniers achats. Donc, programmer une manifestation ce jour-là, en tout cas, ça ne me semble pas raisonnable et j'espère que ça ne se fera pas. Vous pensez que l'autorité administrative va prendre les mesures qui s'imposent? Je suis sûr de cela. D'accord. Maintenant, pour un apaisement, visiblement, la solution, c'est le dialogue. On y est actuellement. Et on annonce même des avancées concernant, par exemple, le parrainage, dont le taux devrait baisser. Quelles sont vos impressions quand vous entendez l'évolution de ces travaux-là? Oui, depuis le lancement du dialogue, on n'en attend pas moins. Je pense que le Sénégal a forgé sa démocratie dans le cadre du dialogue. Bien sûr, la construction d'une nation ne peut pas se faire le long d'un fleuve tranquille. Il y a toujours des événements, on en a connu dans les années 60, il y a eu mai 68, il y a eu les événements de 88, etc. Ça, c'est dans l'ordre naturel des choses. Ce qui est inquiétant, c'est vraiment le caractère maintenant, internalisation de ce problème, quand on voit ce qui se passe en brûlant des consulats du Sénégal, en s'attaquant à des édifices comme l'université, et la récurrence. On a eu des problèmes en 2021 de ce niveau. On pensait ne plus jamais les vivre. On les a vécus en 2023. Mon point de vue, c'est que si on sort de la trajectoire du dialogue, on ne sait pas quel Sénégal on aura demain. Personne ne sait. Et ça, tout le monde doit en être conscient. Le dialogue qui a été initié, de mon point de vue, j'étais au lancement. Le Sénégal, en tout cas, de la construction, le Sénégal de l'émergence, le Sénégal qui veut qu'on reste dans la paix, était là. On invite tous les autres à rejoindre ce dialogue. Il serait heureux, effectivement, qu'il y ait des avancées, parce que si le dialogue aussi ne permet pas d'avancer, ça veut dire qu'on est dans l'impasse. Donc moi, je m'attends à ce que ce dialogue donne des avancées, comme le dernier dialogue
avant les élections locales, avait donné des avancées. Et il a conduit à l'élection des maires au suffrage universitaire, l'élection des présidents du conseil au suffrage universitaire, une amélioration du parrainage. Je m'attends à ce qu'il y ait aussi des améliorations au niveau de ce dialogue. Comme vous dites, les premières informations qu'on entend du dialogue politique, en tout cas, disent qu'il y aura des consensus. Donc, un pays, ça marche sur des consensus. On ne peut pas, par exemple, dire qu'on détruit toutes les, mettons, en tout cas, les œuvres phares du plan Sénégal émergent pour vouloir reconstruire le Sénégal comme ça. Et actuellement, on a l'impression qu'il y a une certaine opposition qui dit qu'il faut prendre le pouvoir avant l'élection. Parce que si on veut déloger le président de la République, c'est qu'on veut prendre le pouvoir avant l'élection. Si on demande sa démission, c'est qu'on veut prendre le pouvoir avant l'élection. Donc c'est la chose la plus antidémocratique que j'ai jamais entendu parler, dont j'ai jamais entendu parler. Donc restons démocrates, restons dans la légalité, allons au dialogue, cherchons des consensus pour bâtir notre pays, parce que tout se termine par dialogue et consensus. La problématique des candidatures, évidemment, reste un enjeu de taille, parce que c'est inscrit. Le président de la République a dit d'ailleurs que ça ne le gêne pas qu'on parle de tout, un dialogue sans tabou, comme il disait. Cette question-là, vous entendez le raisonnement et le discours de l'opposition également sur cette question liée aux candidatures, à l'élection présidentielle. Alors, ce qu'ils disent, c'est simple. Tous doivent participer à cette élection, mais dans le même temps aussi, ils rejettent la candidature du président Macky Sall. Oui, ça aussi, c'est un paradoxe, parce que ceux qui rejettent cette candidature, la plupart d'entre eux, parmi les ténors, avaient soutenu que le président Abdoulaye Wade avait droit à une troisième candidature en 2012. C'est là où les Sénégalais doivent se réveiller. Ceux qui sont dans ça, ils sont dans la manipulation. Nous avons des institutions au Sénégal. Celui qui doit décider de la validité des candidatures, c'est le Conseil constitutionnel. La lecture qu'un Sénégalais peut se faire de la Constitution, ça doit être son opinion. Et j'ai remarqué, puisque moi je ne suis pas un spécialiste, que des professeurs titulaires en droit ne sont pas d'accord sur la question. Des professeurs titulaires en droit qui, en tout cas, ne sont pas partisans, ne sont pas d'accord sur la question. Il y en a qui ont dit qu'il peut, il y en a qui ont dit qu'il ne peut pas. Et quand on est à ce niveau, il y a une seule institution qui peut décider, c'est le Conseil constitutionnel. Et je pense que nous devons savoir raison garder. Parce que ceux qui disent « je ne fais pas confiance à la justice », ceux-là même ont eu le résultat proclamé. Et s'ils sont aujourd'hui dans les fonctions qu'ils sont, exécutives dans lesquelles ils sont, c'est grâce à la justice sénégalaise. Et mon deuxième point de vue sur cette question, je l'ai dit plusieurs fois, l'unique bataille qui, moi, méritait vraiment d'être menée à tout point de vue, c'était la transparence des élections au Sénégal. C'est une bataille dont tout le monde s'accorde qu'elle est déjà gagnée. Personne ne peut plus griger des élections au Sénégal. Sinon, on n'aurait pas eu les résultats des locales qu'on a eu, on n'aurait pas eu les résultats des législatives, on n'aurait pas l'Assemblée qu'on a maintenant. On n'aurait peut-être même pas déjà eu d'alternance. Donc, l'élection au Sénégal, qu'elle soit au niveau local que présidentiel, elle est transparente et elle rend le verdict, le choix du peuple. Mais bon sang, ceux qui se réclament majoritaires, qui disent qu'ils sont populaires, mais bon sang, pourquoi ils voudraient qu'on élimine un candidat? D'ailleurs, si on est vraiment sûr de ça, on devrait en aucune façon parler de la candidature d'autrui, on devrait juste défendre son programme jusqu'au jour J. Et comme j'ai dit, au lieu de donner des pierres à des jeunes qui, s'ils sont majeurs, peuvent voter, au lieu de les envoyer au front, avec tous les dégâts que ça peut amener, matériel et humain, il les serait l'idéal serait de leur dire de patienter jusqu'au jour J et d'aller voter. Je pense que ça, tout le monde doit être sur cette ligne. On ne doit plus blesser personne avant une élection, parce que si on est sûr de son programme, et les Sénégalais, si on convainc les Sénégalais de notre programme, ils vont voter pour nous et on sera... mais on voit le contraire quand même dans le débat politique. En tout cas, la ligne la ligne en tout cas de communication de l'opposition, il y a une sorte de connexion entre
voilà, la situation tendue que l'on connaît aujourd'hui est cette question-là de la candidature. Ils ne lâchent pas véritablement... Parce qu'ils l'ont créé. Ouais. Ils l'ont créé depuis 2016. Ouais. Ils l'ont créé depuis le référendum en disant, d'abord, ne votez pas pour ce référendum. Il permettra au président de la République, s'il est élu en 2019, d'avoir un deuxième quinquennat. Ils l'ont dit. C'est depuis lors qu'ils ont créé ce débat. En 2019, un de leurs thèmes de campagne favoris, ce qui a fait qu'ils n'ont pas gagné, c'est qu'attention, si vous votez pour le président Macky Sall, il pourra se représenter. Aujourd'hui, ils disent qu'il ne peut pas se représenter. Et ça va plus loin. On a l'impression qu'il y a une frange de l'opposition qui veut nous imposer des candidats et qui veut même imposer la victoire avant l'élection, en disant qu'on est sûr que si on y va, c'est nous qui allons gagner. Mais bon sang, on ne peut pas décider d'une élection avant qu'elle ne soit tenue. Personne ne peut dire, et ça c'est une façon de préparer l'opinion à dire, si un jour on ne gagne pas, de toutes les façons, on va créer encore le désordre. Et ça c'est inacceptable. Ok, donc si on suit votre raisonnement jusqu'au bout, c'est le dialogue qui va régler la question, en tout cas la question liée à la prochaine présidentielle. Mais il n'y a pas que ça. On a l'habitude d'ailleurs de relever ça avec beaucoup de pertinence, que le dialogue national ne concerne pas uniquement les questions politiques. Il y a d'autres questions très importantes. Vous avez été ministre de l'Agriculture, vous connaissez bien la problématique jeunesse, vous en parliez tout à l'heure d'ailleurs. Ce sont des questions assez complexes et importantes dont le pays doit parler aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais c'est là le problème, c'est que le débat au Sénégal est biaisé. Parce que tout le monde peut parler de politique. Dans les radios, partout. Tous les gens qui ont accès à un micro peuvent parler de politique. Mais quand il s'agit des sujets techniques, sérieux, il y a beaucoup qu'on ne voit pas. Et c'est ce qui fait que finalement, c'est le débat politique qui l'emporte sur le débat technique. J'ai oublié le pétrole, le débat, les hydrocarbures. Oui. Ouais. Donc, je pense qu'il y a plusieurs commissions. Les gens parlent du dialogue politique, mais j'ose espérer que les autres commissions, je suis un peu, vont pouvoir aussi nous sortir des consensus. Un pays se bâtit sur des consensus. Je pense que nous devons avoir un consensus sur, par exemple, l'unité nationale. Nous devons avoir un consensus sur les questions de souveraineté alimentaire. Et nous devons avoir un consensus sur nos universités. Je pense qu'il y a assez de questions fondamentales que tout Sénégalais soucieux de bâtir le Sénégal doit adresser. Et j'espère que ces dialogues-là aussi vont nous produire, en tout cas, des idées fortes, des consensus forts sur lesquels le Sénégal peut avancer. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, président également du conseil départemental de Kolda. Récemment, on entendait quelques problèmes liés à la distribution de l'eau sur place. Quelles sont les informations que vous avez à ce niveau? Oui, mais si vous le permettez, je voudrais quand même me féliciter et d'être fier que le président de la République, Macky Sall, soit aujourd'hui... Oui, on doit faire un clin d'œil en parlant de médiation. Oui, pour continuer le travail qu'il avait commencé quand il était président de l'Union africaine. Le président Macky Sall, c'est l'un des premiers à se rendre en Russie à l'époque pour essayer de dénouer en tout cas la crise et ramener le fil du dialogue. Aujourd'hui, il est avec ses pairs africains au niveau de cette région européenne où il y a la guerre, et nous espérons qu'il y aura, en tout cas, qu'ils sortiront là-bas des résultats qui permettront d'avancer. Cela montre déjà que l'Afrique, pour une fois, est vraiment en avant sur le plan diplomatique mondial pour essayer de résoudre une des crises majeures de notre début de siècle. Les deux rencontres ont été en tout cas très importantes. Voilà, je pense que entre ces chefs d'État et le président tout Sénégalais devait être fier de ça, tout Africain, de ce travail diplomatique du Sénégal et du président Macky Sall, de son leadership. Et je pense que, en tout cas, moi, j'en tire une certaine fierté. Évidemment, effectivement, à Kolda, j'ai échangé avec mon collègue en charge de l'eau. Ce qui s'est passé, c'est que la Sénat dit qu'elle devait entretenir un peu ses installations et a dû couper l'eau pendant une certaine période.
Mais à ce que je sache, c'est en train de revenir à la normale. Donc c'était un problème juste de quelques jours. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci d'être venu à cette émission. C'est moi, Omar, qui vous remercie et bon week-end. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'avoir suivi. On se donne rendez-vous dimanche prochain.